Donc, nous sommes très heureux cette année d'accueillir deux intervenants de l'Université de Saragosse. Encore merci à vous deux d'avoir accepté d'ouvrir ces journées FLE. Je vais vous les présenter. Donc, Marina Pedrola Aguila, bonjour, bienvenue. Donc, vous êtes professeure ayudante doctor, récemment nommée coordinatrice des programmes d'échange au département de philologie française à l'Université de Saragosse. Vous avez également enseigné à l'Université de Lleida, à l'Université Autónoma de Madrid, et vos principaux domaines de recherche portent sur la littérature et la culture française des XVIIe et XVIIIe siècles. En tant que professeur, vous avez été également amené à donner des cours de médiation, de traduction, de culture et de langue française FLE et FOSS. Encore merci Marina d'être là parmi nous aujourd'hui. Jean-François Renard, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge, vous êtes professeur de français au Centre universitaire de langue moderne de Saragosse, le CULM, depuis 2006. Vous avez enseigné également le néerlandais et l'anglais au niveau secondaire en Belgique, puisque vous avez une formation universitaire en philologie germanique. Vous avez également enseigné le français, l'anglais dans des milieux professionnels et académiques en Aragon. Tout au long de votre parcours, vous avez eu à plusieurs reprises l'occasion de débattre autour de la thématique de la coexistence des langues et des cultures, notamment en Belgique. Je vous remercie à tous les deux pour votre présence aujourd'hui et d'avoir accepté de briser la glace et d'inaugurer cette journée. Je vous cède la parole, Marina. Alors, bonjour. Merci d'abord à l'organisation de nous avoir proposé cette chance. Bon, alors, avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement à travers mon rapport intime au plurilinguisme. Depuis mon plus jeune âge, en famille, puis en milieu scolaire et universitaire, je me suis retrouvée dans un véritable creuset de langues. Du catalan à l'italien, en passant par l'espagnol, le français et l'anglais. Je suis aragonaise de naissance, mais mes parents étant catalans, j'ai toujours parlé la langue de cette région en famille. Si l'on s'en tient aux étiquettes, ma langue maternelle, soit la première langue apprise au contact de l'environnement familial immédiat, serait donc le catalan. Pourtant, avec ma grand-mère maternelle, qui s'occupait bien souvent de moi avant d'être mise à la crèche, et qui est née dans la province de Burgos, j'ai toujours parlé l'espagnol. Serait-ce celle-ci ma seconde langue maternelle alors? À 3 ans, ensuite, sans trop en être consciente, j'ai découvert la langue française. Jusqu'à la terminale, ma scolarité s'est entièrement déroulée au collège-lycée français Molière de Saragosse. Et c'est aussi dans cet établissement où, vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Une langue qui ne m'était pas tout à fait inconnue, puisque l'une de mes tantes est professeure d'anglais. Pour mes études universitaires, j'ai choisi de me spécialiser en langue française, littérature et culture aussi. La licence en philologie française s'étant suivie d'un master en études françaises et francophones, puis d'une thèse de doctorat dans la même spécialité. Pendant mes années de formation universitaire, je n'ai cependant pas délaissé l'apprentissage d'autres langues. Ainsi, j'ai continué à étudier l'anglais à l'EOI et mon goût des langues romanes m'a poussé à m'inscrire à des cours d'italien. Puis, après quelques années pendant lesquelles j'ai dû quitter Saragosse à cause du travail, j'ai repris tout récemment mes cours d'italien. Bref, vous pouvez à présent vous faire une petite idée de pourquoi le plurilinguisme me tient à cœur. Mais qu'est-ce exactement le plurilinguisme? Le terme multilinguisme est-il un synonyme? En effet, à côté de la notion de plurilinguisme, nous retrouvons celle de multilinguisme. D'après la Charte européenne du plurilinguisme, ce terme-là renverrait à l'usage de plusieurs langues par un individu. C'est-à-dire, pour une personne, le fait d'être polyglotte et d'utiliser habituellement et avec fluidité les langues qu'elle connaît. Par exemple, un Espagnol vivant en France qui parlerait l'anglais dans sa vie professionnelle, l'espagnol en famille et le français dans sa vie sociale. Quant au multilinguisme, c'est la coexistence de plusieurs langues au sein d'un groupe social. Ceci n'implique pas forcément qu'il y ait du contact entre ces langues-là. Par exemple, le cas des Algériens ou des Portugais vivant ensemble en territoire français, mais qui n'échangeraient pas entre eux. Les deux termes renvoient sans doute à deux réalités différentes,
mais l'usage hésite parfois, surtout à cause de l'influence de la langue anglaise, qui, elle, n'utilise que le mot multilingualism et réunit dans l'adjectif multilingual une acception qui renvoie, d'après le Collins English Dictionary, à un pays, un dictionnaire, etc., qui inclurait différentes langues, aussi bien qu'à un individu capable de s'exprimer très bien en plus de 2 langues. Voilà donc pour définir ces 2 concepts. Je vous propose maintenant de faire un rapide état des lieux au niveau européen avec quelques chiffres. Dans une Union européenne fondée sur la devise « Unie dans la diversité », les langues sont l'expression la plus directe de notre culture. Avec ses 512 millions d'habitants et ses 28 États membres, l'Union européenne compte 3 alphabets, latin, grec et cyrillique, et 24 langues officielles. Parmi celles-ci, 4 font partie des 10 langues ayant un plus grand nombre de locuteurs au monde. L'anglais, l'espagnol, le français et le portugais dans cet ordre. En plus, une soixantaine d'autres langues régionales et locales sont également utilisées sur le territoire européen et parlées par 40 millions de personnes. À cette diversité intracommunautaire s'ajoutent les nombreuses langues véhiculaires utilisées par les migrants. On estime qu'au moins 175 nationalités cohabitent au sein de l'Union européenne. Avec ces flux migratoires incessants, les sociétés devenant de plus en plus multiculturelles, le nombre de familles internationales augmente. D'après l'Institut national d'études démographiques, dans 15,1% des mariages en 2010 en France, l'un des conjoints était de nationalité d'origine étrangère, 12,2%, ou alors tous les deux, sans qu'il soit précisé si leur nationalité était la même ou pas, en moindre mesure, 2,9%. Et 10 ans plus tard, en 2020, le chiffre est monté à 20,5%, 16% et 4,5% respectivement pour les 2 données. Donc voilà, l'on constate cette augmentation du nombre de familles internationales. D'autre part, la mondialisation fait tendre la société vers le plurilinguisme, car elle encourage et facilite la formation internationale avec des programmes d'échange comme Erasmus+, ou des cours à distance comme UNITA, ainsi que les communications à travers le globe avec l'Internet et les nouvelles technologies qui permettraient à un Néo-Zélandais de suivre une série canadienne sur TV5 Monde+, par exemple, et bien sûr la mobilité internationale, avec entre autres des compagnies aériennes low cost offrant des vols toujours moins chers. Alors justement, la diversité linguistique est en réalité l'un des concepts au centre de cette Union européenne et l'article 3 du traité sur l'Union européenne signale que cette organisation respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. Puis, l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne souligne que l'action de l'Union vise à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres, tout en respectant, bien évidemment, la diversité culturelle et linguistique. La politique linguistique de l'Union européenne repose donc sur le respect de la diversité linguistique dans tous les États membres et sur la création d'un dialogue interculturel dans l'ensemble de l'Union. Afin de mettre en pratique le respect mutuel, l'Union encourage l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, ainsi que la mobilité des citoyens, grâce à des programmes consacrés à l'éducation et à la formation professionnelle. Les connaissances linguistiques sont considérées comme des compétences de base qu'il est souhaitable que tous les citoyens de l'Union acquièrent pour accroître leurs chances de formation et d'emploi. Dans sa contribution au sommet sur les droits sociaux qui s'est tenu le 17 novembre 2017 à Göteborg, la Commission a exposé l'idée d'un espace européen de l'éducation où, d'ici 2025, ce qui est tout près, parler 2 langues en plus de sa langue maternelle serait devenu la norme. L'Union œuvre également aux côtés des États membres pour protéger les minorités en se fondant sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe. L'un des outils de l'Union européenne
au niveau linguistique et l'Observatoire européen du plurilinguisme, une structure de mutualisation et de coopération entre acteurs du plurilinguisme, née des premières assises européennes du plurilinguisme qui ont eu lieu à Paris en novembre 2005. L'OEP réunit décideurs, chercheurs et représentants de la société civile autour d'une charte européenne du plurilinguisme pour répondre aux questions linguistiques fondamentales de l'Europe dans leurs dimensions politiques, culturelles, économiques et sociales. L'objectif de l'Observatoire est de promouvoir l'emploi des langues vivantes et de préserver la diversité linguistique et culturelle, valeur d'échange et de créativité. L'OEP déploie son activité selon 4 axes: la veille stratégique à la recherche de l'information pertinente, la communication visant à sensibiliser les divers publics par les argumentaires appropriés, la mutualisation des moyens entre acteurs du plurilinguisme et enfin la médiation visant à agir sur les processus décisionnels. En outre, les moyens développés sont une base de connaissances, centre de ressources, le site Internet, une lettre d'information bimestrielle diffusant à quelques 20 000 abonnés, une manifestation internationale triennale, les assises européennes du plurilinguisme, et ensuite des actions ciblées en profondeur visant des secteurs stratégiques, en l'occurrence la recherche et l'enseignement supérieur, l'éducation et les entreprises. Après cette petite introduction plus technique, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle à l'Université de Saragosse, plus particulièrement à la faculté de philosophie et de lettres. Donc voilà, dans le cadre de l'espace européen de l'enseignement supérieur, créé en 2010, s'est développé un processus de rapprochement des systèmes d'études supérieures européens, appelé le processus de Bologne. Lors de son adoption en Espagne, parmi tant d'autres changements, les licences, licenciaturas, développées sur 5 années, se sont transformées en grados sur 4 années à présent. L'Université de Saragosse a décidé à ce moment-là de doubler cette transformation d'une rénovation de certains cursus. C'est ainsi que la licence en Filología Francesa qui existait dans les années 2000 et dont les dernières promotions atteignaient à peine une dizaine d'étudiants est devenue l'actuel Grado en Lenguas Modernas, bien plus largement fréquenté. La disparition de l'ancienne licence en philologie française avec la réduction d'1 an de formation a logiquement entraîné la perte de certains contenus qui contribuaient à la spécialisation en français. Ce qui est regrettable parce que la suppression de matières a surtout pesé sur les savoirs humanistes et littéraires. Ainsi, le latin et la théorie de la littérature de première et de deuxième année respectivement ont disparu. Puis, les 3 matières semestrielles introduction à l'histoire de la langue française, Histoire de la langue française 1 et puis Histoire de la langue française 2 sont désormais réunies sous le nom Histoire de la langue française en une unique matière qui est non seulement semestrielle mais en plus optionnelle, alors qu'à l'époque, elles étaient obligatoires. Quant à Histoire de la prose française, Histoire de la poésie française et Histoire du théâtre français, 3 matières auparavant annuelles, elles ont été refondues en une seule matière semestrielle. D'autre part, sont proposées 3 nouvelles matières optionnelles, sont sociolinguistique du français, médiation en langue française et traduction français-espagnol de textes littéraires et journalistiques. En fait, le Grado en Lenguas Modernas offre des opportunités conformes aux nouveaux besoins des jeunes en formation, particulièrement dans le versant de la multiculturalité et du plurilinguisme. L'on trouve en première année 2 matières de base, Destrezas lingüísticas del español et Lingüística general y comparada aplicada a las lenguas del grado. Puis, à partir de la 2e année d'études, sont proposées des matières de spécialisation en français, linguistique, littérature, culture, traduction, etc. Le français étant la langue majeure du grado. S'ajoutent à ces matières spécifiques de français d'autres concernant la langue, la culture et la littérature de 2 langues mineures au choix, parmi l'allemand, l'anglais, l'arabe, le français et l'italien. C'est ainsi que le grado permet de suivre, en fonction des langues mineures choisies, 2 cursus différents.
L'un, spécialisé en études françaises, demeurerait plus fidèle à l'esprit de la licence en Filologia Francesa si l'étudiant choisit le français parmi l'une de ces deux langues mineures. Il aura alors 174 sur 240 crédits de matière en français et une formation en deux langues étrangères. L'autre voie, plus ouverte si l'on veut, si l'étudiant choisit toute autre langue que le français pour les matières de langue mineure. Il aura alors sur 240 crédits, 120 de français, 54 de chacune de ces deux autres langues étudiées. Rappelons-le, l'allemand, l'anglais, l'arabe ou l'italien, ce qui suppose donc une formation en 3 langues étrangères. En ce qui concerne les chances de pratiquer les langues étudiées lors d'un séjour Erasmus ou dans le cadre d'un autre type de programme d'échange, le département de philologie française a signé des accords avec une vingtaine d'universités françaises réparties sur tout l'Hexagone. Aix-Marseille, Albi, Bordeaux, enfin, vous voyez la liste qui n'est pas courte. Voire d'autres territoires comme la Réunion ou d'autres pays francophones tels que la Belgique et le Canada. Il existe de même des accords avec des universités en Allemagne, en Autriche, en Roumanie et au Royaume-Uni. L'on pourrait donc dire que la faculté de philosophie et de lettres de l'Université de Saragosse a choisi de centrer le programme d'études du grado en lenguas modernas autour du plurilinguisme. Les changements introduits dans les études de français lors de l'adoption du processus de Bologne cherchent sans doute à combler les attentes et les besoins d'une société qui, elle aussi, a changé. Dans un monde de plus en plus connecté et dans une société de plus en plus multiculturelle et multilingue, comme nous l'avons déjà signalé, le plurilinguisme est un atout très important et cela est bien connu. Si les dernières promotions à terminer la licence atteignaient à peine une dizaine d'élèves, comme nous l'avons vu, celles qui sortent du grado en comptent facilement une vingtaine. Le plurilinguisme attire les jeunes, c'est évident, et puisqu'il leur faudra s'inscrire à un master à l'issue du grado et qu'il leur faudra même chercher à en obtenir un deuxième s'ils aspirent à devancer la concurrence, Jean-François Renard vous parlera plus tard de cette fameuse titulitis, c'est peut-être aussi une sorte de transversalité du grado en lenguas modernas qui attire les étudiants aujourd'hui. Le nouveau parcours universitaire semblerait offrir plus de débouchés que l'ancienne licence, dont les anciens élèves devenaient majoritairement enseignants, soit dans le secondaire, soit dans des écoles de langue ou dans le supérieur. Cependant, la situation actuelle nous met face à des obstacles et des défis que nous devons tenter de résoudre. La vision utilitariste des langues, liée au pragmatisme prôné par notre société, n'est pas forcément compatible avec la vision humaniste de certaines matières du grado, héritées surtout de l'ancienne licence, celle de littérature et celle de culture. Nous vivons dans une société de l'immédiat où nous voulons que tout se fasse au plus vite. Et en effet, le grado prend 4 ans, tandis que la licence en prenait 5. Le désir d'efficacité, d'utilité ou de pragmatisme n'est pas négatif en soi, évidemment, mais l'un de ces célébrissimes topos classiques que nous avons tous appris lors de notre passage au lycée, Laurea mediocritas, nous rappelle que l'idéal ne réside jamais dans les extrêmes. Et dans le contexte qui nous occupe, l'excès d'utilitarisme entraîne des dangers tels qu'une approche partielle ou superficielle des connaissances et le manque de curiosité et de réflexion, voire l'absence d'esprit critique. D'ailleurs, nombreuses sont les voix de professeurs, chercheurs et auteurs prestigieux qui s'élèvent dans la presse, par exemple, contre le manque d'intérêt grandissant, parfois le mépris de la société envers les études de lettres, ou plus généralement humanistes, ce qui les condamne à une dilution, puis à une disparition progressive, alors que nous avons toujours besoin d'elles. Lié à cette vision utilitariste des langues, l'on remarque que le grado en lenguas modernas aura beau être perçu comme un modèle d'études plurilingues, il n'offre plus le catalan parmi les langues mineures, ce qui constitue un pas en arrière par rapport à l'ancienne licence, d'autant plus que l'UE s'érige en défenseur de toutes les langues de la communauté, soient-elles officielles ou co-officielles. Tout se joue sur le terrain de l'économie. Encore une fois, c'est la loi de l'offre et de la demande qui l'emporte. Quant à notre auditoire en tant qu'enseignant, nous devons souvent gérer des classes étonnamment hétérogènes, non seulement en ce qui concerne le niveau des apprenants ou leur capacité de travail, mais notamment en ce qui concerne leur motivation. Il est de plus en plus difficile de capter l'attention des élèves en cours, qui d'ailleurs, étant nombreux, ont tendance à se distraire.
les ressources ludiques s'avèrent très utiles à un moment précis, mais comment réussir à maintenir l'intérêt des élèves pendant tout le cours? Pour ce qui est des étudiants Erasmus venus d'ailleurs, de plus en plus nombreux, excepté pendant les années marquées par la pandémie, l'on relève un autre défi. Dans les cours de français des niveaux les plus bas, A1 ou A2, l'espagnol reste la langue véhiculaire. Cependant, le nombre d'étudiants Erasmus provenant de pays anglophones ou autres inscrits à ces matières pose un problème parfois, car ils ne maîtrisent pas l'espagnol. Comment enseigner le français dans un contexte multilingue où une partie des élèves comprend mal la langue véhiculaire? Voici quelques réflexions autour des opportunités, des obstacles et des défis qui se présentent dans l'éducation, plus particulièrement en contexte plurilingue universitaire. Je cède à présent la parole à Jean-François Renard, professeur au CULM. Merci de votre attention. Voici les sources desquelles j'ai puisé les renseignements cités. Merci. D'abord, merci à l'Institut français de nous avoir conviés, Marina et moi, à pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et vous parler et présenter cette conférence. Et merci en particulier à Marion pour sa coordination et sa disponibilité, qui nous a permis de bien nous voir avant de présenter cette conférence. Alors, Marina, justement, a parlé plutôt de plurilinguisme, et moi, je vais plutôt me centrer sur le côté interculturalité donc, de cette conférence. Je vais, dans un premier temps, justement, essayer d'arriver à une définition de l'interculturalité que j'ai moi-même un petit peu cherché au gré de ce que j'ai trouvé sur Internet. Et ensuite, je parlerai du CULM, parce que justement, ce sera l'occasion un petit peu de le présenter aujourd'hui, en insistant justement sur les opportunités que le CULM offre en termes de plurilinguisme, justement. Et puis, je mentionnerai assez rapidement les obstacles et les défis qui caractérisent aussi la situation actuelle de notre centre. Je vais un petit peu aussi utiliser mon expérience en tant que Belge vivant en Espagne et ayant été en contact avec les langues tout au long de ma vie pour justement introduire l'interculturalité par rapport à mon vécu personnel, parce que justement, la Belgique, comme vous le savez, est un pays où il y a 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. 3 communautés linguistiques aussi, donc vraiment réparties, j'ai envie de dire, politiquement. 3 régions, dont une bilingue, la région de Bruxelles, capitale. Et moi, dans tout ça, je veux dire, je suis donc un Wallon francophone qui suis né à 5 km de la frontière française, tout près de Maubeuge, pour ceux qui connaissent. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'étais enfant, justement, ça m'avait frappé les étiquettes des paquets de sel, en l'occurrence, qui étaient dans les 2 langues principales du pays. Donc, c'était par exemple un paquet de sel marin qui était zeezout en néerlandais. Et c'est là où je me suis rendu compte depuis l'enfance que quand on est en contact avec une langue, qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire, qui est étrangère, ben, on est tout de suite, on l'associe tout de suite à, justement, j'ai envie de dire, à l'étranger, à des personnes qu'on ne connaît pas, à des personnes qui pratiquent une langue justement qu'on ne connaît pas. Et ça peut bien sûr attiser la curiosité. Et c'est là justement où on se rend compte que l'enseignement, dès le plus jeune âge, l'enseignement des langues, est vraiment un facteur important dans la possibilité justement d'abord d'apprendre des langues, mais aussi de développer justement ce qu'on appellera l'interculturalité, c'est-à-dire la relation entre les cultures qui sont bien sûr très souvent marquées par les langues. Et donc, dans mon cas personnel, j'ai eu la chance d'apprendre déjà un petit peu le néerlandais à l'école primaire quand je n'avais pas encore 12 ans. J'ai poursuivi l'apprentissage en secondaire, puis vers l'âge de 15 ans, j'ai été en contact avec l'anglais. Et alors, vu que les langues me plaisaient, j'ai étudié à l'université une licence en philologie germanique. Et après, pour des raisons personnelles, je suis venu en Espagne vers 2004 et j'ai appris l'espagnol en Belgique pour bien me débrouiller quand j'arriverai en territoire espagnol. Et là, justement, j'ai envie de dire, de vous mentionner une autre anecdote, c'est que justement, en arrivant en Espagne, même si je connaissais la langue espagnole déjà avec ses rudiments, je me suis rendu compte que la réalité justement linguistique et interculturelle des régions ou des autonomies espagnoles était bien plus marquée par des différences de langue et de culture que je le pensais. Donc là aussi, on se rend compte que
Parfois, connaître une langue, c'est même pas suffisant, je veux dire, pour bien pouvoir rentrer dans les mécanismes d'un pays, en l'occurrence, par exemple, la Belgique ou l'Espagne, quoi. Ainsi, je vais donc maintenant vous expliquer un petit peu ce qu'est l'interculturalité. Je suis d'abord passé par le dictionnaire Robert en ligne, qui dit que c'est ce qui concerne les rapports, les échanges entre les cultures, entre les civilisations différentes. Bon, c'est une définition très efficace qui peut sembler intéressante, mais elle ne m'a pas semblé assez profonde et assez pertinente. Et donc, je suis tombé sur le Larousse. Et là, ça m'a amusé de constater que leur définition est beaucoup plus prudente et même intrigante, j'ai envie de dire, parce que leur définition de l'interculturalité, c'est une notion floue provenant d'expériences pédagogiques en France depuis les années 80 pour faciliter la socialisation et la scolarisation des enfants des communautés d'immigrés, avec comme deux buts, le dialogue et l'enrichissement réciproque des cultures, et également dépasser les stéréotypes attachés à la vision des autres cultures et des étrangers. Donc, ce qui est intéressant quand on commence à regarder cette définition de l'interculturalité par le Larousse, c'est qu'on touche ici déjà à la notion d'étranger, de cultures différentes, etc. etc. Et c'est vrai qu'au départ, on pourrait penser que le terme de culture est positif. Enfin, je pense qu'il est toujours positif, mais on se rend compte finalement que quand on s'intéresse à la définition de l'interculturalité, ce sont des différences qui apparaissent et c'est là que justement le mot et la notion d'interculturalité prend tout son sens et qu'il faut justement viser à que ces cultures justement puissent s'échanger et ne pas rester justement confinées dans leur propre environnement. Euh, le Larousse, justement, logiquement, dans cette même définition de l'interculturalité, dit que ces définitions donc, posent la nécessité d'une autre définition, celle de la culture. Ben oui, fatalement, si on parle d'interculturalité, il faut peut-être d'abord savoir ce que c'est que la culture. Et donc, je vous soumets donc, de nouveau la définition de la culture selon le Larousse. J'ai gardé bien sûr le sens lié aux langues, hein, qui est celui qui nous intéresse. Donc la définition, c'est l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Alors là, je me suis rendu compte en lisant cette définition que cette définition, justement, renvoie, enfin le mot culture, renvoie au terme idéologie, ethnie, nation, civilisation et opposition. Et en plus de ça, le Larousse offre comme synonyme de culture le mot civilisation. Et donc, cette définition nous oblige finalement à penser cette notion de culture et d'interculturalité en termes finalement de rapprochement entre les peuples, entre les langues, bien sûr, mais aussi, j'ai envie de dire, on pourrait dire même entre les hommes, entre les femmes, entre les civilisations, entre les religions, etc. etc. Donc, en effet, le terme interculturalité est très large et c'est là où un site d'une ONG prônant l'éducation de qualité m'a un petit peu sauvé pour trouver une bonne définition qui va un petit peu résumer tout ce que je vous ai dit avec, je trouve, une touche très, très positive et comment dirais-je, progressiste. Le site Graines de Paix, c'est l'ONG que j'ai trouvé qui offre cette définition de l'interculturalité. Donc, leur définition, c'est que l'interculturalité, c'est une interaction, un échange et une communication entre des cultures dans le respect et la diversité de chacun. Et le but donc de cette interculturalité pour eux, c'est de faciliter la cohésion et l'intégration sans perte d'identité. Et j'ai vraiment trouvé cette définition intéressante parce que le mot interaction, le mot échange, le mot communication, ben, c'est ce qu'on fait en effet quand on pratique une langue. Donc ici, on rejoint vraiment le plurilinguisme dans le sens où le plurilinguisme favorise bien sûr ces interactions, ces échanges, ces communications. Ensuite, le mot respect, hein, qui en effet, je pense, va de soi lorsqu'on a envie d'apprendre des langues et de développer sa connaissance de langues étrangères. Je pense que quelqu'un qui apprend une nouvelle langue est consciente, une personne qui apprend une nouvelle langue sera consciente de la nécessité d'un minimum de respect des communautés auxquelles elle va s'intéresser à travers cette langue. Et enfin, bien sûr, le mot diversité qui, bien sûr, englobe tout ce que le contexte culturel d'une personne, d'une langue, d'un pays peut représenter.
Avant de passer à justement une présentation de mon centre dans le sens du plurilinguisme et de l'interculturalité, je voulais quand même faire un petit parallèle avec le multiculturalisme, puisque Marina avait parlé de plurilinguisme et de multilinguisme. Eh bien, je me suis quand même un petit peu intéressé au terme multiculturalisme. Et toujours pour cette ONG, donc Graines de Paix, il définit ça comme la coexistence de cultures diverses dans une collectivité et les règles permettant aux cultures de coexister. Il précise d'ailleurs que pour eux, le multiculturalisme, donc cette notion, ne favorise pas nécessairement l'intégration. Et donc là, on peut constater que dans cette définition, en tout cas du multiculturalisme, il y a plus une approche, je vais dire, des notions de règles, de lois, de coexistence. Je pense que ce terme-là touche plus donc aux droits, aux minorités, à la politique, au communautarisme éventuel, la discrimination. Et donc, je pense qu'en effet, la conférence que nous présentons aujourd'hui justifie bien son titre finalement, parce que je pense que le plurilinguisme, en effet, est étroitement lié à l'interculturalité. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter maintenant par rapport à mon centre. Le CULM, donc le Centre universitaire de langue moderne, a justement comme slogan une langue en plus, une barrière en moins. Je pense que c'est un slogan qui peut sembler évident, mais qui, je pense, reflète bien, je pense, la notion de plurilinguisme et l'envie de quand on apprend une ou plusieurs nouvelles langues, de casser des barrières, de s'ouvrir des nouveaux territoires. Le centre, justement, offre un éventail assez large de langues, puisqu'on peut en pratiquer 10 chez nous. Il y a l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, le russe, le chinois, le japonais, l'arabe, le portugais et le grec. Par exemple, l'école officielle des langues en propose 5 et le centre où travaille Marina en propose 5 également. Nous sommes également présents dans 3 villes avec les infrastructures, bien sûr, que nous offre l'université. Nous sommes présents à Huesca, à Teruel et bien sûr à Saragosse. Et comment dirais-je, il y a également diverses modalités pour apprendre les langues chez nous. Il y a des modalités online, présentielles ou semi-présentielles. Il y a aussi parfois des cours spécifiques qui sont organisés, comme par exemple la préparation au niveau B1. Je vais revenir sur la certification plus tard. Et également des cours de conversation. La certification, justement, j'ai envie de dire que c'est une des caractéristiques de notre centre qui attire aussi les étudiants, c'est que nous proposons justement différentes façons de se certifier, enfin, en tout cas principalement le CERTACLES. Le CERTACLES, donc, c'est une certification qui est promue par l'Associación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior. C'est donc un titre qui est, comment dirais-je, offert dans notre centre à l'anglais, au français, à l'italien, au portugais et à l'allemand. Cela va du niveau A1 au niveau B2 selon les langues. Et pour l'anglais, le C1 est également offert. Et pour le français, ce sera le cas d'ailleurs bientôt. Nous sommes en mesure de le proposer d'ici l'année scolaire prochaine. Pour rappel, le CERTACLES, donc ce certificat que nous offrons à nos étudiants, après avoir réussi l'examen bien sûr, il est basé sur le CECRL, donc le MCER pour les Espagnols, c'est-à-dire que c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Et rappelons que ce cadre européen est très utile parce qu'il a été créé en 2001 par le Conseil de l'Europe et donc il offre une classification des savoir-faire par niveau et il fournit également un guide général théorique et didactique sur les compétences à développer pour acquérir des connaissances des langues. Et donc, si vous voulez, ce cadre-là nous donne le modèle, j'ai envie de dire, pour préparer cette certification. Et c'est à la fois, je vais dire, une obligation et un devoir donc de respecter ces normes. Nous sommes d'ailleurs soumis à une commission qui contrôle la qualité de nos examens chaque année. C'était pour le côté certificatif, mais le CULM, ce n'est pas que ça non plus. Par exemple, nous avons mis en place depuis plus ou moins 5 ans ce qu'on appelle le tandem. Le tandem porte bien son nom puisque ce sont 2 personnes sur un même vélo. Ici, c'est le but en fait dans 5 langues de pouvoir organiser des sessions de rencontres entre les personnes qui parlent, dans ce cas-ci, donc 2 langues. Ça existe pour le chinois, l'allemand, le portugais, l'anglais et le français. Pour le français, je vais m'intéresser en particulier au français.
Ce sont des modalités de 10 sessions d'1 heure dans laquelle chaque étudiant parlera sa langue une demi-heure avec l'autre personne. Et comme ça, il y aura vraiment un échange basé sur les thématiques d'ailleurs du CE-CRL, du cadre commun européen. Voilà. Avant de passer justement aux obstacles et aux défis qui attendent notre centre pour le futur, j'ai envie de dire, rapidement vous dire quand même que le centre, justement, pour promouvoir l'interculturalité, offre très régulièrement des activités culturelles. D'ailleurs, récemment, nous en avons eu une en collaboration avec l'Institut français sur la francophonie et les portraits de femmes, également avec la Filmothèque d'ailleurs à Saragosse. Et donc, par exemple, en vrac, je vous livre quelques activités que nous avons organisées au sein du centre. Un atelier de cuisine en arabe, de cuisine arabe, pardon, donné en arabe. Un atelier de cuisine de création de pizza donné par un pizzaiolo italien. Régulièrement, nous avons des cycles de cinéma dans les diverses langues que nous enseignons. Des visites de l'Aljaferia, par exemple, ont été organisées en français ou en italien. Et à l'occasion justement du 8 mars et de la Journée internationale des droits de la femme, plusieurs activités ont été également organisées dans diverses langues. Voilà pour ce qui est donc du côté interculturel et plurilinguiste du centre. Je voudrais justement terminer par des remarques sur ce que nous constatons comme professeurs sur la situation de nos étudiants qui viennent chez nous. Donc concrètement, on remarque quand même, en ce qui nous concerne en tout cas, une baisse du nombre d'inscrits depuis quelques années, aussi bien pour les cours que pour la certification. Un collègue me disait d'ailleurs de façon un petit peu humoristique, mais sans justement vouloir préjuger de la qualité des académies, mais il me disait, j'ai un peu l'impression que nous sommes devenus une académie, c'est-à-dire que les étudiants qui viennent chez nous, en tout cas, ont une conception peut-être des langues un peu plus à la carte qu'avant, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont envie d'apprendre un peu le français pendant 2-3 ans, puis on va passer à l'anglais, puis éventuellement à l'italien. On a l'impression, nous, comme professeurs, qu'il y a moins de fidélité, j'ai envie de dire, de l'étudiant par rapport à un cycle qui pourrait aller, par exemple, systématiquement jusqu'au B2 ou voire au-delà. Nous avons aussi de plus en plus d'étudiants qui arrivent, et ça c'est grâce au travail qui est fait en secondaire, nous avons de plus en plus d'étudiants qui arrivent déjà avec un niveau B1 en fait et qui veulent obtenir par exemple la certification ou bien progresser vers le B2. Donc ça c'est dû au travail qui est fait en amont par bien sûr les professeurs en primaire et en secondaire. On remarque aussi une tendance chez nos étudiants donc, à aller plus vers le plurilinguisme. Bon, ce n'est pas bien sûr la norme, mais nous avons régulièrement des étudiants qui étudient 2 ou 3 langues chez nous. Alors oui, Marina mentionnait tout à l'heure la titulitis. Bon, c'est un petit peu le revers de la médaille de ce que nous offrons, puisque nous offrons la certification à divers niveaux, comme je l'ai expliqué. Et cette tendance peut justement, comment dirais-je, nous apporter un public qui vise finalement principalement la certification. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, suivre les cours n'est peut-être pas aussi important pour eux. Et donc, nous aussi, comme professeurs, finalement, on a parfois un peu la tendance à comment dirais-je, centrer nos cours plus vers le carcan de l'examen, c'est-à-dire qu'au détriment parfois justement de l'aspect culturel d'une langue. Donc, on va, comment dirais-je, s'assurer que tous les contenus auront été vus, aussi bien lexicaux que grammaticaux, et ça va faire en sorte que nous allons certainement consacrer moins de temps à certains aspects socioculturels, par exemple, de la France. Et cela m'amène justement aux défis qui se présentent à nous par rapport au futur. Et là, j'ai vraiment envie quand j'ai réfléchi à la présentation et à tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, j'ai vraiment envie et c'est aussi, j'ai envie de dire par rapport à mon expérience personnelle comme Belge vivant ici à Saragosse, j'ai vraiment l'impression que le français doit être doit être plus promu à Saragosse même, j'ai envie de dire, et en Aragon, parce que la France n'est qu'à 1h30 de voiture d'ici. Et moi, je me suis rendu compte, depuis que je vis à Saragosse, ça fait déjà plus de 15 ans, que la présence, j'ai envie de dire, du français, de façon générale, ou de la France, est quand même plus faible que j'aurais pu le penser, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai vraiment envie de dire que dans ce sens-là, justement, des collaborations ponctuelles plus courantes avec l'Institut français ou bien les écoles officielles de langue pourraient permettre peut-être aussi de promouvoir mieux le français, ce que nous avons d'ailleurs déjà fait ensemble. Et aussi
dire que le français, je pense, même s'il le reste, mais doit, je pense, de redevenir une langue clé pour la formation et le curriculum vitae des étudiants en Europe et en particulier en Espagne. Et dans ce sens, d'ailleurs, on peut remarquer que Emmanuel Macron a bien marqué son intention de recentrer la France sur le continent européen, notamment après le Brexit, et que je pense que dans ce sens-là, le français doit être encore plus promu parce que je pense que c'est une porte ouverte vers l'Europe plus grande qu'avant, j'ai envie de dire. Et enfin, n'oublions pas aussi que le français, justement, devrait être aussi plus promu dans l'enseignement secondaire, voire primaire, parce que je pense qu'en effet, légalement, le français se retrouve derrière l'anglais au niveau des obligations scolaires des étudiants du secondaire, et le français est aussi en concurrence avec l'allemand. Donc, je pense que là aussi, un peu plus de promotion de la langue et de la culture française, j'ai envie de dire aussi de la proximité de la France, de Saragosse, devrait être mise en œuvre. Et enfin, là, je reviens plus vers le Kulm, nous nous sommes rendus compte que chez nous aussi, peut-être que ce qui pourrait amener un public nouveau, ce serait justement une spécialisation dans l'offre des cours proposés, puisque, bon, d'une part, il y a la certification, d'autre part, de moins en moins d'étudiants qui ont envie d'approfondir la connaissance d'une langue, et peut-être qu'une approche plus ponctuelle, comme par exemple une formation intensive sur comment visiter la France, qui mettrait l'accent justement sur la culture française, les villes à visiter, le vocabulaire touristique, etc. Ou bien un autre type de formation qui pourrait être par exemple le français populaire ou le français ergotique, qui permet en ces temps de plateformes online comme Netflix, Amazon, etc., qui permettrait justement de mieux comprendre toutes ces séries qui se sont multipliées aussi grâce à ces plateformes. Et d'ailleurs, mes étudiants régulièrement me disent, tiens, je ne comprends pas la moitié de ce qu'ils racontent parce qu'ils utilisent beaucoup de français populaire qui n'a rien à voir ou qui a peu à voir avec le français, j'ai envie de dire, courant que nous enseignons. Voilà, donc rendre le français plus visible, c'est peut-être comme ça que je peux terminer ma présentation en parlant du défi peut-être qui se présente devant nous pour les années à venir. Merci beaucoup Jean-François, merci Marina pour vos interventions. Comme je vous l'avais dit, enfin comme vous l'avez dit Sébastien, on a encore quelques minutes si vous souhaitez nous faire remonter des commentaires, des remarques ou des questions pour nos intervenants. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport à l'intervention de Marina. Lorsque Marina, vous évoquiez le changement de programme avec le grado, non, le nouveau grado en lenguas modernas. Nous avons Eduardo qui nous demande si dans ce nouveau programme d'études, le français apparaît bien 2 fois comme lengua mayor dans un parcours. Est-ce qu'il a bien compris? Donc, c'est le doute qu'il a. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors, il y a une seule lingua mayor qui est le français obligatoirement. Et puis, 2 langues mineures parmi lesquelles on peut choisir le français à nouveau pour, disons, renforcer cette spécialisation en langue française. Et puis, l'anglais, l'allemand, l'arabe, l'italien. J'espère avoir, excusez-moi, j'espère avoir répondu à ce doute. Mais en tout cas, il ne peut pas y avoir 2 langues majeures. Il y a une majeure et puis 2 mineures. Très bien, merci Marina pour cette clarification. Il ne me reste plus qu'à vous féliciter tous les deux et vous remercier. Ah, je vois Sébastien Portelli de la coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France en Espagne qui lève la main. Une petite question pour vous, chers collègues universitaires. Vous avez cité le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, on sait que c'est un outil maintenant qui est bien connu, qui est sorti en 2001. Voilà, alors 20 ans après la sortie du cadre et des bouleversements positifs qu'il a apportés dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation des langues étrangères. Aujourd'hui, comment cet outil est utilisé dans le cadre de vos pratiques justement à l'université? Qu'est-ce qu'il a apporté? Comment pourrait-il évoluer?
Marina, vas-y. Oui, vous vous adressez à moi ou à tous les deux? C'était pour vous deux, celui ou celle qui veut répondre. Bon, alors moi, je dis tout simplement que mon expérience est relativement courte et j'ai l'impression que surtout le cadre a permis justement d'encadrer certaines progressions dans l'apprentissage et puisque les matières ont été liées à ce cadre-là justement. Et si avant on parlait de Segunda Lengua Uno français, maintenant c'est Segunda Lengua Uno français et entre parenthèses A1. Donc voilà, c'est une sorte d'échelle qui est utilisée dans ce sens-là, mais je ne suis pas certaine jusqu'à quel point on peut véritablement apercevoir la réalité de l'échelle. Je ne sais pas, parce que j'avoue, mon expérience n'est pas très, très longue. Donc voilà. Oui, moi, j'ajouterais que, en effet, le mot cadre porte vraiment bien son nom dans ce cas-là, puisque c'est vraiment un cadre qui est, mais j'insiste, qui est très utile. Et justement, j'ai envie de dire que grâce à ce cadre, par exemple, toutes les méthodologies se sont adaptées. Par exemple, les livres que j'utilise pour enseigner le B2, par exemple, ben justement, ils nous offrent le travail déjà préfait, puisque le vocabulaire respectera justement la norme du cadre européen, la grammaire, etc., etc. Où j'ai plus de doutes, c'est en effet sur la différence des niveaux, parce que parfois, quand on doit évaluer, etc., on a même parfois des hésitations entre qu'est-ce qu'un B1, qu'est-ce qu'un B2. Donc, je crois que le mérite du cadre, c'est d'avoir en effet clarifié les contenus. Par contre, le cadre n'aidera jamais totalement à définir le niveau d'un étudiant, etc., etc. Enfin, je veux dire, oui, il marque des lignes générales qui sont justement intéressantes à connaître et qu'on essaie de respecter, bien sûr. Mais c'est pas, bien sûr, c'est pas la panacée, mais je pense que c'est quand même très utile parce que ça a vraiment permis j'ai envie de dire, de mathématiser un petit peu l'approche d'une langue. Et bon, c'est bien parce que ça aide les apprenants et ça aide aussi les professeurs, quoi. Grand merci à vous deux, sachant que le cadre européen aujourd'hui n'a plus que d'européen le nom, puisqu'il a été traduit dans, je crois, près de 60 ou 65 langues, dont le japonais, l'arabe, etc., et est utilisé aussi pour l'enseignement de langues qui ne sont pas européennes et qui n'utilisent pas forcément les mêmes alphabets. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rends la parole à Marine. Merci Sébastien, merci à vous deux pour vos interventions. Nous clôturons cette conférence inaugurale des Journées FLE 2022. C'était un plaisir d'être avec vous.